Les hommes ne perdent pas parce qu'ils sont faibles, ils perdent parce qu'ils sont aveugles. Ils écoutent les mots alors que toute la vérité est inscrite dans le langage corporel, surtout lorsqu'il s'agit d'une femme mariée. Elle est assise en face, elle sourit poliment. Elle parle de ses enfants, des plans de vacances avec son mari, des rénovations de la maison de campagne. Son cerveau social diffuse une histoire parfaitement calibrée de bien-être et de fidélité. Il exécute son programme, mais en même temps son second cerveau, son ancien cerveau reptilien, celui qui ignore les notions de moralité de mariage et de bienséance, mène un tout autre dialogue. Il crie sans un mot. Il transmet en direct des signaux animaux de faim et de sélection. Et aujourd'hui, vous allez apprendre à couper le bruit de ces paroles et à vous accorder à cette seule et unique fréquence de vérité. Nous allons parler de 10 signaux, 10 marqueurs, presque animaux, que le corps d'une femme mariée émet lorsque son instinct de prédatrice se réveille et part à la chasse. Cette connaissance est dangereuse car elle change les règles du jeu. Elle vous transforme d'un auditeur passif de ses fables sociales en un observateur perspicace qui voit ses véritables intentions. Le grand Sigmund Freud fut le premier à oser déclarer que sous la fine couche de civilisation bouillonne en chacun de nous le ça primitif, un océan d'instinct et de désir. Et son élève Carl Gustav Jung a développé cette idée en introduisant la notion d'ombre. L'ombre, c'est cette partie de la personnalité qu'une bonne épouse et une mère attentionnée est obligée de cacher même à elle-même. Mais c'est précisément dans cette ombre que vit la prédatrice. Et lorsqu'elle choisit sa proie, son ombre commence à s'infiltrer à travers les gestes, les regards et les lapsus. Nous n'allons pas nous perdre dans les arcanes scientifiques. Nous allons emprunter à ces titans de la pensée un seul outil principal, l'idée que l'être humain et surtout la femme parlent toujours deux langues à la fois, et la clé du pouvoir appartient à celui qui sait lire le langage silencieux. Mais je dois vous prévenir, cette information n'est pas pour tout le monde. Nous allons parler de choses que la société préfère taire. Si vous êtes prêt à connaître la vérité, aussi inconfortable soit-elle, mettez un j'aime à cette vidéo tout de suite pour que je vois que nous sommes dans le même bateau. Et si vous êtes ici pour la première fois et que vous n'avez pas peur de la profondeur, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et avant de commencer, je suis très intéressé par notre géographie. Veuillez écrire dans les commentaires de quelle ville vous venez. Voyons où se sont rassemblés les hommes les plus perspicaces. Asset premier, le code corporel inconscient. Signal 1, la démonstration de vulnérabilité. C'est le signal le plus fondamental, le plus primitif, qui est à la base de toute interaction future. Une femme prête au contact doit d'abord montrer qu'elle n'est pas dangereuse, et plus encore qu'elle est prête à la soumission face au mâle dominant. Son cerveau social peut à cet instant parler de n'importe quoi, par exemple, d'une promotion au travail, démontrant ainsi force et indépendance. Mais son corps, son instinct, fera exactement le contraire. Il démontrera sa vulnérabilité. Comment cela se manifeste-t-il concrètement? Les marqueurs les plus évidents sont le cou et le poignet. Pendant la conversation avec vous, elle replace ses cheveux derrière l'oreille ou réajuste sa coiffure à l'arrière d'un geste lent, presque théâtral, exposant ainsi complètement son cou. Ce n'est pas un simple geste, c'est une action instinctive encodée dans notre biologie par des millions d'années d'évolution. Le cou est l'une des parties les plus vulnérables du corps, où passent les artères carotides. Dans le monde animal, la démonstration du cou est un acte absolu de confiance et de soumission. Le loup reconnaissant le chef lui présente sa gorge, et de même une femme qui a inconsciemment choisi un homme lui expose sa zone la plus sans défense, comme pour dire dans le langage des instincts, devant toi, je retire ma protection. Le deuxième élément de ce même signal est la démonstration de l'intérieur des poignets. Elle peut s'appuyer le menton sur le dos de sa main, dirigeant la peau délicate et fine de ses poignets vers vous, ou en gesticulant, elle retournera ses mains paumes vers le haut. Pourquoi est-ce important? Tout comme le cou, la face interne du poignet est une zone où les veines sont proches de la peau. C'est un symbole de vulnérabilité et de féminité. Les hommes ont tendance à cacher ces zones, à maintenir leurs mains dans une position de force plus fermée. Elle, au contraire, transmet l'ouverture. C'est un message silencieux. Je te fais suffisamment confiance pour te montrer mes points les plus faibles. Il est important de comprendre la différence entre un geste accidentel et un signal. Si elle a rapidement et nerveusement remis ses cheveux en place, c'est juste un geste. Mais si son mouvement est fluide lent, si ses doigts glissent comme à regret sur son cou,
S'attardant sur la peau pendant une fraction de seconde, c'est déjà un signal. Son corps jouit de ce moment de démonstration. C'est son ombre, sa prédatrice intérieure, qui à travers la soumission montre sa véritable force, la force de la séduction. En voyant ce signal, il n'est pas nécessaire d'agir. Il suffit de le fixer dans votre conscience. C'est le premier drapeau sur la carte, la première fissure dans l'armure de la femme mariée, respectable par laquelle s'infiltre son désir véritable. C'est le point de départ de la grande chasse. Signal 2. La femme. Tactile. Si la démonstration de vulnérabilité était une reconnaissance, la fin tactile est le premier contact, un avant-goût. L'être humain est une créature sociale, et le toucher est pour nous un mode de communication plus ancien que les mots. Mais dans le contexte de la séduction, le toucher se transforme d'un outil de communication en un outil d'intrusion dans l'espace personnel, et une femme insatisfaite, guidée par l'instinct, commence à ressentir une véritable faim physique pour ses contacts. Qu'est-ce que c'est réellement? C'est la recherche de n'importe quel prétexte socialement acceptable pour vous toucher. Elle peut rire de votre blague et poser sa main sur votre avant-bras. Elle peut vous transmettre un objet et ses doigts s'attarderont accidentellement sur les vôtres. Elle peut enlever une poussière imaginaire de votre épaule. Le marqueur clé n'est pas le contact lui-même, mais sa durée et sa texture. Le toucher d'une simple connaissance est court professionnel, presque sans poids. Le toucher d'une femme qui chasse se distingue par une micropause. Il dure une fraction de seconde, de plus que ne l'exige la bienséance. Pendant cet instant supplémentaire, son subconscient essaie de transmettre et de recevoir un maximum d'informations, la température de votre peau, la tension de vos muscles, votre réaction. Examinons quelques scénarios. Scénario 1. L'environnement de bureau. Vous êtes près de l'imprimante, elle arrive pour prendre ses documents. Vos mains se rencontrent dans le bac à papier. Un contact amical est un retrait immédiat de la main. Le signal, c'est lorsque ses doigts s'immobilisent un instant sur les vôtres avant qu'elle ne prenne ses feuilles. Scénario 2. Une soirée entre amis. Vous racontez une histoire, elle vous touche le bras en écoutant. Geste normal. La main touche et se retire. Le signal, c'est que sa main reste sur votre avant-bras jusqu'à ce que vous ayez terminé votre phrase. Elle utilise le contexte social comme couverture pour le contact physique que son corps désire. Pourquoi cela fonctionne-t-il à un niveau si profond? Le toucher provoque la libération d'ocytocine, l'hormone dite de la confiance et de l'attachement. Son cerveau reptilien le sait. Par chaque contact accidentel, elle essaie de créer un lien biochimique invisible entre vous, contournant les filtres de votre conscience et de la sienne. C'est comparable à une araignée tissant sa toile. Un toucher, un deuxième, un troisième. Et vous vous trouvez déjà dans son champ tactile habitué à ces contacts, et il ne vous semble plus extraordinaire. Elle normalise le contact physique, préparant le terrain pour des actions ultérieures déjà moins innocentes. La principale erreur d'un homme à ce stade est soit de ne pas remarquer ce signal le considérant comme de la simple amitié, soit au contraire de réagir trop directement, par exemple en essayant de lui prendre la main en retour. Cela l'effraierait. La réaction appropriée est la réaction miroir. Ayant remarqué sa micropause, au prochain moment opportun, faites de même. En lui tendant une tasse de café, attardez vos doigts sur sa main pendant cette même fraction de seconde de plus. Ce sera une réponse silencieuse à sa question silencieuse. Vous montrerez que vous avez compris son langage et que vous êtes prêt à jouer selon ses règles. Signal 3. Le miroir du désir. Ce signal est l'un des plus puissants et en même temps des plus discrets pour l'œil non averti. L'effet miroir est un mécanisme fondamental d'établissement de liens ancré en nous au niveau des neurones miroirs. Lorsque nous voyons quelqu'un accomplir une action, les mêmes neurones s'activent dans notre cerveau que si nous accomplissions cette action nous-mêmes. C'est la base de l'empathie, de la compréhension et du sentiment. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Mais lorsqu'une femme commence à le faire inconsciemment et systématiquement en votre présence, ce n'est plus de la simple empathie. C'est le cri de son subconscient « Je veux être comme toi. Je veux être avec toi. Nous sommes du même sang. » Comment cela se manifeste-t-il dans les détails? Observez ces petits gestes automatiques. Vous ajustez votre montre au poignet. Quelques secondes plus tard, elle touche instinctivement son bracelet. Vous buvez une gorgée de café, elle tend la main vers sa tasse. Vous croisez les bras sur la poitrine pensif. Elle adopte une posture similaire.
Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une caricature de copie simiesque. C'est une synchronisation subtile, presque imperceptible. Son corps contournant le contrôle conscient essaie de s'accorder à votre fréquence comme un récepteur radio cherchant la bonne onde. Elle ne pense pas « Maintenant, il a incliné la tête et je vais aussi l'incliner ». Cela se produit tout seul car à ce moment, toute son attention, toute son énergie psychique est focalisée sur vous. Approfondissons la psychologie de ce processus. Lorsqu'une femme ressent de l'attirance, son critique intérieur, son cerveau social est occupé à contrôler les mots et les signaux directs. Mais il ne peut pas tout contrôler les micro-mouvements, la posture, le rythme de la respiration. Tout cela reste sous l'emprise des anciens programmes instinctifs. L'effet miroir est l'un de ces programmes. Son corps essaie de réduire la distance entre vous au niveau non-verbal le plus profond. Elle dit en quelque sorte « Regarde, il n'y a pas de différence entre nous. Je te comprends sans mots. Je ressens la même chose que toi. » C'est une tentative de créer un rapport, un état de confiance inconsciente et de connexion profonde. Comment distinguer un effet miroir poli d'un signal de désir? Le contexte et la fréquence. Si vous êtes à une réunion d'affaires et que l'interlocuteur copie partiellement votre posture, c'est une technique standard pour établir le contact. Mais si vous communiquez avec une femme mariée dans un cadre informel et qu'elle reflète non seulement votre posture, mais aussi le rythme de la parole, la vitesse de clignement, les petits gestes, comme se gratter le menton, c'est un signal systémique. Son corps s'incruste littéralement dans votre champ énergétique. C'est le signe que son foyer d'attention s'est rétréci à un seul objet vous. Elle n'est plus en dialogue avec le monde extérieur. Elle est en dialogue seulement avec vous. Et ce dialogue se mène dans la langue des corps. Votre stratégie appropriée est de ne pas montrer que vous l'avez remarqué. Il ne faut pas dire « Oh, tu me copies ». Cela détruirait instantanément la magie. Au lieu de cela, utilisez ce signal comme un test. Faites un mouvement inhabituel, mais naturel. Par exemple, joignez le bout de vos doigts des deux mains pour former un toit et observez. Si peu de temps après, elle fait quelque chose de similaire, par exemple en posant ses mains sur la table d'une manière similaire, le test est réussi. Elle est accrochée. Son subconscient est complètement sous votre emprise. Vous avez obtenu la confirmation que son intérêt n'est pas simplement amical. C'est une attirance instinctive profonde qui a déjà échappé au contrôle de sa conscience. Signal 4. Le regard humide ou embué. Nous passons au signal le plus direct, le plus physiologique de tous les signaux inconscients. Si les signes précédents étaient le langage de la psychologie et des instincts, celui-ci est de la biologie pure. C'est le signe qu'il est pratiquement impossible de simuler ou de cacher et qui est un indicateur direct de l'excitation sexuelle. Il s'agit du changement dans son regard que l'on appelle populairement humide, huileux ou langoureux. Que se passe-t-il d'un point de vue scientifique? Lorsqu'une femme ressent une forte attirance sexuelle, son système nerveux végétatif passe en mode excitation. Cela provoque toute une cascade de réactions physiologiques. L'une d'elles est l'augmentation de l'irrigation sanguine de toutes les muqueuses et glandes, y compris les glandes lacrymales. Les yeux commencent à produire un peu plus de sécrétion que d'habitude, ce qui crée un effet d'humidité et de brillance. La cornée de l'œil devient plus hydratée, ce qui fait que la lumière s'y reflète différemment. Le regard acquiert une profondeur et un éclat particuliers. C'est un mécanisme très ancien, rendant les yeux de la femelle plus attirants, pour le mâle plus grand, plus brillant et plus vif. Mais ce n'est que la moitié de l'équation. La deuxième partie est le défocalisation. Au moment de l'excitation, les pupilles de la femme se dilatent légèrement. Un effet que d'ailleurs les courtisanes utilisaient activement au Moyen-Âge en s'instillant du jus de belladone dans les yeux. La pupille dilatée laisse passer plus de lumière, mais modifie légèrement la distance focale. Le regard devient moins net, comme s'il n'était pas dirigé vers vous, mais à travers vous. Elle vous regarde, mais ne voit plus seulement un homme, mais l'objet de son désir, de son fantasme, qui est projeté sur votre image. Son regard devient rêveur absorbé. C'est le signe que ses pensées sont déjà loin de la conversation mondaine. Son cerveau est déjà en train de jouer des scénarios complètement différents avec votre participation. Comment cela se manifeste-t-il dans la vie réelle? Imaginez que vous parlez. À un moment donné, vous remarquez que ses yeux ont changé. Ils brillent un peu plus que d'habitude, comme si elle était sur le point de pleurer, mais en même temps, son expression faciale est heureuse et détendue. Et vous vous surprenez à penser qu'elle regarde vos lèvres, ou quelque part par-dessus votre épaule,
alors qu'avant, elle maintenait un contact visuel direct. Ses paupières peuvent devenir un peu plus lourdes. Le regard est paresseux, enveloppant. C'est ça, c'est le moment précis où son corps a cessé d'obéir aux commandes sociales et a commencé à transmettre directement la vérité sur son état. C'est un signal d'une importance absolue. Il signifie que votre présence, vos mots, votre odeur, quelque chose dans cet ensemble, est devenu un déclencheur lançant une réaction chimique de désir dans son organisme. Elle peut continuer à parler de travail ou de la météo, mais son corps est déjà en train de désirer. C'est le point où l'attirance psychologique est passée au physiologique. Pour un homme expérimenté, ce signal est comme un feu vert. Il signifie que les barrières défensives de sa conscience sont tombées sous l'assaut de la biochimie. Ignorer ce signal, c'est signer son propre aveuglement. C'est le point culminant de tout le premier acte. Elle a démontré sa vulnérabilité, établi un contact tactile, vous a reflété, et maintenant son corps crie son excitation. La première phase de la chasse est terminée. La prédatrice a choisi sa victime et se prépare à l'attaque. Acte deuxième. Le langage des provocations, les tests conscients. Si dans le premier acte nous observions les signaux inconscients qui s'infiltraient à travers l'armure de son image sociale, dans le deuxième acte, la prédatrice commence à agir consciemment. Elle passe de la transmission passive du désir à la vérification active. Chacun des signaux suivants est un test soigneusement masqué, une pierre jetée à l'eau. Elle ne vérifie pas tant votre empressement que votre conformité à son image intérieure de l'homme, pour qui cela vaut la peine de risquer. Elle ne cherche pas seulement un amant, elle cherche un partenaire dans une conspiration secrète. Et pour le devenir, vous devez réussir ces tests. Signal 5. L'humour sexuel. C'est la première et la plus sûre façon pour elle de franchir la ligne. L'humour est le couvre-feu idéal. Il permet de parler de l'interdit sans en parler directement. Il crée entre vous un espace spécial, une bulle où les étrangers n'ont pas accès, et en premier lieu son mari. Quand une femme mariée commence à plaisanter avec vous sur des sujets à connotation sexuelle, elle fait plusieurs choses simultanément. Premièrement, elle teste votre réaction au tabou. Allez-vous vous embarrasser, condamner, faire semblant de ne pas comprendre, ou au contraire, réagir de manière vulgaire et grossière? N'importe laquelle de ces réactions est un échec du test. La confusion témoigne de votre manque de liberté intérieure et de vos complexes, la condamnation de la rigidité et de l'hypocrisie, la vulgarité d'un manque d'intelligence. Elle cherche le juste milieu, l'homme qui est suffisamment libre pour parler calmement de ces sujets et suffisamment intelligent pour le faire avec élégance. Il souhaite voir en vous non pas un adolescent qui ricane au mot sexe, mais un homme mûr pour qui c'est une partie naturelle et agréable de la vie. Deuxièmement, elle calibre votre système de valeurs. Son monde est divisé en deux parties, le monde du jour où elle est épouse et mère, et le monde de l'ombre qu'elle veut construire avec vous. Le signal 6, l'interrogatoire intime. Les plaisanteries osées sont une façon de vous marquer comme un habitant de ce monde de l'ombre. En soutenant son jeu, vous dites en quelque sorte « Je comprends, j'accepte cette partie de toi, ici avec moi. Tu peux être différente. » Cela crée un lien intime entre vous basé sur un petit secret partagé. Chaque blague est une brique de plus dans le mur qui sépare votre monde de sa vie officielle. Comment cela se manifeste-t-il dans la vie? Ce sont rarement des blagues plates et éculées. Le plus souvent, il s'agit d'un humour situationnel, de sous-entendus ambigus. Par exemple, vous discutez d'une tâche professionnelle et elle dit quelque chose comme « Oui, j'ai dû m'occuper de ce rapport toute la nuit, mais j'ai fini par le satisfaire, le compléter. » Ou commentant un film, elle remarque avec un sourire ironique « Bien sûr, le héros principal a choisi la plus modeste. Les hommes au cinéma sont tellement prévisibles, ennuyeux. » Elle vous regarde attendant une réaction. La bonne réponse est un léger sourire et une riposte dans le même style. Il n'est pas nécessaire de prendre l'initiative et de développer le sujet. Il suffit de montrer que vous avez compris l'allusion et apprécié le jeu. Par exemple, en réponse à la phrase sur le rapport, vous pouvez répondre calmement. Le principal, c'est que le rapport soit resté satisfait complet. Voilà, le test est réussi. Vous avez montré que vous êtes au courant, que vous n'avez pas peur de ce territoire et que vous êtes prêt à jouer. Ce signal est une invitation dans son monde intérieur, dans cette partie où elle se sent à l'étroit, dans les limites du mariage. En acceptant cette invitation, vous faites un pas de géant vers elle. Vous cessez d'être pour elle une simple connaissance ou une collègue.
Vous devenez un complice potentiel. Les tests conscients et la faille dans l'armure. Signal 6. L'interrogatoire intime. Cette étape est la suite logique de la précédente. Si l'humour sexuel était une reconnaissance, l'interrogatoire intime est déjà une collecte de renseignements ciblés. La femme commence à vous poser des questions hypothétiques, soi-disant détachées, qui sont en réalité une projection directe de ses propres désirs, peurs et fantasmes. Elle utilise le format « et si » pour scanner en toute sécurité vos limites, votre expérience et vos vues sur ce qui est le plus important pour elle en ce moment. L'essence de cette méthode réside dans sa sécurité pour elle. Elle n'avoue rien. Elle ne dit pas « je veux ». Elle demande « comment considères-tu les femmes qui ?» Elle ne dit pas « il me manque ». Elle s'interroge « seriez-vous capable de ?» Cela lui permet de se retirer à tout moment en disant « oh, nous nous sommes un peu égarés. C'est juste de la curiosité. » Mais pour l'homme qui sait écouter, ce n'est pas de la curiosité. C'est un cahier des charges direct déguisé en conversation philosophique. Quel type de questions peut-elle poser? Elles se divisent en plusieurs catégories. Vérification de la non-condamnation. Par exemple, à ton avis, pourquoi les femmes trompent-elles? Avec cette question, elle ne cherche pas une leçon de morale. Elle cherche de la compréhension et une justification. La bonne réponse ne doit pas être jugeante, mais analytique. Par exemple, probablement parce qu'il leur manque quelque chose de vital et qu'elles partent à sa recherche. Scan des fantasmes. Aimes-tu les femmes audacieuses au lit? Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite pour une femme? Elle essaie vos réponses. Elle essaie de comprendre si vous correspondez à l'image de l'amant passionné et imprévisible que son imagination dépeint. Le sondage de vos intentions. Elle pourrait demander « penses-tu qu'un homme ou une femme mariée puisse avoir un simple ami du sexe opposé ?» ou « sortirais-tu avec une femme mariée ?» C'est une vérification directe. Elle veut comprendre ce que vous avez en tête. Cherchez-vous une simple aventure d'un soir ou êtes-vous capable de quelque chose de plus profond et d'émotionnel? Sa peur est d'être utilisée et abandonnée. En répondant à ces questions, vous devez transmettre la fiabilité et la sérieux des intentions dans le cadre de la réalité de l'ombre que vous construisez. Votre tactique à ce stade est d'être extrêmement honnête, mais dans le cadre du rôle qu'elle vous propose. Il n'est pas nécessaire de lui faire la morale sur la fidélité et la morale. Elle entend cela à la maison. De vous, elle attend autre chose. Elle attend que vous voyiez dans ces questions non pas une curiosité oisive, mais un cri de l'âme. Répondez de manière développée, partagez votre opinion, mais gardez toujours le focus sur la psychologie, sur les désirs, sur la nature humaine, et non sur les normes sociales. Chacune de vos réponses doit être comme un baume sur son âme qui lui dit « Je ne te juge pas. Je te comprends. Ce que tu ressens est normal. » En réussissant cet interrogatoire, vous devenez pour elle non seulement un amant potentiel, mais la seule personne qui la comprend vraiment. Signal 7. La plainte sur la froideur du mari. Le signal 7, la plainte sur la froideur du mari. C'est l'un des signaux les plus cruciaux et les plus directs de tout le deuxième acte. Mais paradoxalement, l'homme l'interprète souvent, mal le prenant pour une simple lamentation amicale. Lorsqu'une femme mariée commence à mentionner accidentellement, dans la conversation, les défauts de son mari, dans la sphère émotionnelle ou intime, ce n'est pas une plainte, c'est une offre d'emploi, une vacance. Elle ne vous raconte pas simplement un problème, elle vous décrit une position ouverte et énumère les exigences du candidat. Faites attention aux formulations. Elle ne dira jamais directement « Mon mari est mauvais au lit ». Ce serait trop grossier et la mettrait sous un mauvais jour. Au lieu de cela, elle utilisera des phrases évasives mais absolument claires pour un auditeur attentif. Nous sommes devenus comme frères et sœurs avec lui. Il est tellement prévisible. Nama, je sais ce qu'il va dire et faire pour les 10 prochaines années. Il n'a plus besoin de folie depuis longtemps. Il ne veut que la télévision et la paix. Il n'accorde absolument aucune importance à mon apparence que je porte une nouvelle robe ou non. Chacune de ces phrases est une ligne du cahier des charges pour vous. Devenu comme frère et sœur signifie « il me manque la passion et le tabou incestueux qu'il y a dans l'infidélité ». Il est prévisible signifie « surprends-moi ». Sois spontané. Il n'a pas besoin de folie signifie « je veux de la folie ». Propose-le-moi. Il n'accorde aucune importance à mon apparence signifie « fais-moi des compliments, dévore-moi des yeux ». Montre-moi que tu vois la femme en moi. Pourquoi ce signal est-il si important?
Premièrement, elle se prépare psychologiquement, elle et vous, à une future infidélité. En énonçant les défauts de son mari, elle se donne à elle et à vous le droit moral de franchir le pas. Elle n'est pas une traîtresse, elle est une victime des circonstances qui cherche ce qui lui a été refusé. C'est un moment crucial d'auto-justification pour la psychologie féminine. Deuxièmement, elle vous informe directement bien que de manière voilée par quoi exactement vous pouvez l'acheter. Elle vous donne en main la carte de ses besoins insatisfaits. Vous n'avez pas à deviner ce qu'elle veut. Elle vous a tout dit elle-même. Il ne vous reste plus qu'à le lui offrir. L'erreur masculine numéro 1 est de commencer à lui donner des conseils. Tu devrais essayer de lui parler. Peut-être devriez-vous partir en vacances. En faisant cela, vous passez instantanément de la catégorie d'amant potentiel à la catégorie d'amis. Elle ne cherche pas en vous un psychothérapeute pour son mariage. Elle cherche en vous le remède contre celui-ci. L'erreur numéro 2 est de commencer à critiquer son mari avec elle. Oui, c'est un crétin, comment peux-tu vivre avec lui? C'est aussi un échec. En attaquant son mari, vous attaquez son choix, une partie de sa vie. Cela pourrait provoquer chez elle une réaction défensive. La tactique appropriée, un silence compatissant et un regard compréhensif. Vous devez l'écouter, puis, sans commenter son mari, lui donner exactement ce dont elle se plaint. Si elle se plaignait du manque de compliments, dites-lui « Je ne sais pas pour lui, mais je vois que tu as des yeux incroyables aujourd'hui. » Vous ne discutez pas du problème, vous en devenez la solution. Signal 8. La démonstration de jalousie. Le signal 8, la démonstration de jalousie. Ce signal peut sembler illogique et contradictoire, mais seulement à première vue. Au plus fort de votre rapprochement, alors qu'il semble qu'elle devrait montrer à quel point elle est libre et disponible pour vous, elle commence soudain à raconter à quel point son mari est jaloux d'elle. Elle peut mentionner, accidentellement, « Oh, je dois y aller, sinon le mien va encore m'appeler. Il n'aime pas quand je m'attarde. » Ou « J'ai dû supprimer notre correspondance dans le messager, sinon si mon mari la voit, ce sera un scandale. » Ou raconter avec un sourire une histoire sur la façon dont son mari lui a fait une scène de jalousie à cause d'un j'aime d'un autre homme sur les réseaux sociaux. Que fait-elle réellement? Elle augmente sa valeur à vos yeux en utilisant l'instinct le plus ancien de la compétition masculine. Les psychologues appellent cela le principe de la présélection. Une femelle qui a déjà un mâle, surtout s'il est fort et jaloux, est perçue par les autres mâles comme plus précieuse. Son choix est déjà comme approuvé par quelqu'un d'autre. En racontant la jalousie de son mari, elle vous transmet plusieurs messages. Premier, je suis un prix de valeur qui est gardé. Deuxième, l'autre homme a peur de me perdre, donc je vaux quelque chose. Troisième et le plus important, notre communication est un risque, c'est une aventure. C'est un fruit défendu. Pour m'obtenir, tu devras être plus courageux et plus rusé que mon mari. Elle crée inconsciemment une compétition entre vous et son mari. Elle transforme une liaison potentielle d'une simple satisfaction d'un désir en un acte de victoire, en une conquête. Pour la psychologie masculine, c'est un stimulant très puissant. C'est une chose de ramasser ce qui est mal rangé, et c'en est une autre de conquérir un trésor à un dragon. En racontant la jalousie de son mari, elle lui confère symboliquement le rôle de ce dragon, et vous propose le rôle du chevalier ou du voleur. Elle augmente les enjeux, rendant le jeu beaucoup plus excitant et désirable. Comment réagir à ce signal? Ici, comme dans le cas précédent, l'erreur clé est de donner une évaluation erronée. Il ne faut pas la plaindre, quel tyran ton mari. Il ne faut pas la juger, pourquoi le provoques-tu? Et certainement pas avoir peur. S'il est si jaloux, c'est dangereux. La bonne réaction, une légère ironie et une démonstration de calme absolu. Vous devez montrer que sa jalousie ne vous effraie pas, mais vous amuse plutôt. À sa phrase « Mon mari va être jaloux », vous pouvez répondre avec un sourire « Eh bien, je le comprends ». Avec cette courte phrase, vous faites d'une pierre plusieurs coups. Vous lui faites un compliment montrant qu'elle est vraiment une femme qui mérite d'être jalouse. Vous montrez votre confiance, faisant comprendre que la concurrence ne vous effraie pas. Vous vous placez de son côté contre lui, créant une coalition encore plus solide de nous contre le monde entier. Ce signal est le test final du deuxième acte. En le réussissant, vous prouvez que vous possédez suffisamment de courage et de confiance pour passer à des actions réelles. Acte troisième. Le langage de l'action. Le point de non-retour. Nous sommes à la fin. Tous les tests sont passés, tous les masques sont tombés, les signaux inconscients ont cédé la place aux provocations conscientes
Et maintenant, il est temps de passer à l'étape décisive. Dans cet acte, les mots et les allusions se terminent, et le langage des actions concrètes commence. C'est le point de non-retour. Les signaux qu'elle émet à ce stade ne sont plus une demande ou une allusion. C'est un guide d'action directe. Les ignorer, ce n'est pas seulement manquer une opportunité, c'est trahir la confiance qu'elle vous a accordée en parcourant tout ce chemin complexe et risqué. Signal 9. Créer l'opportunité. Le signal 9, créer l'opportunité. C'est l'avant-dernière étape, le pont entre le monde des mots et le monde du contact physique. Elle est déjà sûre de vous. Elle a passé toutes les étapes de vérification et a pris sa décision. Mais sa nature féminine et les normes sociales exigent que l'initiative finale vienne de l'homme. Cependant, pour que cette initiative soit garantie de succès et de sécurité, elle crée elle-même toutes les conditions pour celle-ci. Elle ne vous invite pas directement. Elle vous informe simplement que tous les obstacles sont levés et que le chemin est libre. Cela ressemble toujours à une simple information, une constatation de fait. C'est là que réside le génie de cette démarche. Elle ne dit pas « Viens chez moi, mon mari ne sera pas là ». Ce serait vulgaire et direct et lui imposerait toute la responsabilité. Au lieu de cela, elle annonce comme par hasard « Mon mari part pêcher avec des amis. Pour tout le week-end, je ne sais même pas quoi faire dans un appartement vide. » Ou « Je vais devoir rester tard au bureau aujourd'hui. Je dois terminer le projet. Je serai toute seule ici jusqu'à minuit. » Ou « Une amie m'a invité à passer la nuit chez elle, mais je n'ai vraiment pas envie d'y aller. Je vais probablement me déclarer malade et rester seule à la maison. » Que fait-elle en termes de stratégie? Elle vous transmet une information fiable à 100% selon laquelle le territoire est libre et qu'il n'y aura pas de garde. En même temps, elle maintient une déniabilité plausible. Si vous n'utilisez pas cette information, elle ne perd rien. Elle ne vous a rien offert. Elle a juste partagé ses plans, mais si vous agissez, toute la responsabilité formelle vous incombe. Vous êtes venu vous-même. Elle n'a pas appelé. Cela lui permet de sauver la face devant elle-même et hypothétiquement devant la société. Elle a créé la situation idéale, opportunité maximale pour vous, avec un risque minimal pour elle. Ce n'est plus un test, c'est une instruction. En recevant un tel message, l'homme doit comprendre, il n'y aura pas de seconde chance. S'il commence à bégayer, à douter ou pire, encore s'il ne comprend pas l'allusion, il sera écarté comme un lâche et une personne incapable d'action décisive. Elle risque tout en créant cette opportunité. Elle pirate son propre système de sécurité et en réponse, elle n'attend pas de la réflexion, mais un pas clair et confiant. Votre réaction doit être simple et sans équivoque. Au message concernant l'appartement vide pour le week-end, la réponse calme devrait être « Alors peut-être que je te tiendrai compagnie ce soir, j'apporterai du bon vin. » Pas de questions inutiles, pas de clarification, juste l'acceptation confiante de son offre non exprimée. C'est le moment où la chasse se termine et où commence ce pourquoi elle a été menée. Signal final, la violation du tabou conjugal. Le signal final, la violation du tabou conjugal. C'est le point culminant, l'apogée de toute la symphonie non-verbale complexe que nous avons observée. C'est l'action qui est la dernière ligne de défense, le point de non-retour psychologique. C'est le geste symbolique qui, dans sa propre tête, met un terme à son mariage, du moins pour cette soirée, pour cette nuit. Même si l'intimité physique n'a pas encore eu lieu en commettant cette action, elle a déjà commis l'infidélité mentalement. Il s'agit du symbole le plus sacré du mariage, l'alliance. Imaginez la scène. Vous avez déjà profité de l'opportunité qu'elle a créée. Vous êtes seul. La tension dans l'air est palpable. Et puis à un moment donné de la conversation, elle, comme si elle était nerveuse, commence à tripoter l'alliance à son doigt. Elle la fait tourner, la retire jusqu'à la moitié de la phalange et la remet. C'est déjà un signal puissant en soi. Elle pèse en quelque sorte son statut et son désir sur la balance. Ses doigts sont en contact constant avec le symbole de sa non-liberté et ce contact lui pèse. Et puis le principal se produit. Elle, après avoir poussé un soupir à peine perceptible, retire définitivement l'anneau. Elle ne le jette pas, elle ne le cache pas ostensiblement, elle le retire simplement d'un geste banal mais lourd de sens et le pose sur la table ou dans son sac à main, puis vous regarde. À cet instant, elle accomplit un acte rituel. C'est un serment de fidélité silencieux envers vous. En retirant l'anneau, elle se dépouille symboliquement de son statut de femme mariée dans cet espace. Ici et maintenant, elle n'est plus l'épouse de quelqu'un. Elle est simplement une femme qui a fait son choix. Ce geste a une force psychologique colossale.
Pour beaucoup de femmes, l'infidélité physique semble être une faute moins grave que cette trahison symbolique des liens conjugaux. En retirant l'anneau, elle brûle ses ponts. Elle a mentalement divorcé de son mari pour avoir le droit d'être avec vous. Elle retire elle-même le principal obstacle qui se dressait entre vous. En voyant cela, l'homme doit comprendre les jeux sont terminés. Tout doute, toute hésitation de sa part sera perçue non seulement comme une faiblesse, mais comme une insulte. Elle a accompli un acte sacré pour vous. Elle a sacrifié le symbole principal de sa vie. Et si après cela, l'homme ne fait pas le pas décisif, il dévalorisera son sacrifice. Ce n'est pas simplement un signal, c'est possible, c'est un signal, il faut agir immédiatement. C'est le moment où les mots ne sont plus nécessaires. Son corps, sa psychologie, ses actions symboliques, tout a parlé pour elle. Elle est complètement ouverte, elle est complètement sans défense et elle est complètement à vous. C'est l'accord final, le rideau. Conclusion. De la cécité à la décision. Nous avons analysé 10 signaux, 10 étapes par lesquelles une femme insatisfaite descend du monde des conventions sociales au sous-sol de ses instincts primaires. Nous avons vu comment tout commence par une démonstration innocente du coup et se termine par l'acte sacré de retirer l'alliance. Et maintenant, la conclusion principale. La femme qui a traversé toutes ces étapes n'attend pas de questions de votre part. Elle attend de la confiance. Elle a elle-même parcouru un immense chemin intérieur rempli de peur, de doute et d'auto-justification. Elle a risqué sa réputation, son mariage, sa tranquillité. Et elle l'a fait non pas pour voir à la fin un homme douteux et indécis devant elle. Savoir lire ce langage à plusieurs niveaux, des gestes innocents à l'acte symbolique final, c'est ce qui distingue l'homme mûr du garçon. Le garçon écoute les mots et croit aux contes de fées sur la fidélité. L'homme observe les actions et lit le langage des instincts. Il comprend que la femme qui émet ces signaux n'est ni mauvaise ni impudique. Elle est vivante, elle a faim, elle cherche ce qui lui est vitalement nécessaire, la passion, l'attention, le sentiment d'être désiré. Et si elle vous a choisi comme objet de cette faim, votre tâche n'est pas de la juger, mais de vous montrer à la hauteur. Arrêtez d'être aveugle. Arrêtez d'attendre une invitation directe qui ne viendra jamais. Apprenez à voir la vérité dans ses gestes, dans ses regards, dans ses provocations. Et alors vous cesserez d'être un observateur passif de la vie des autres et deviendrez celui qui prend avec assurance ce qu'on lui offre sans un mot. Et maintenant la question principale pour vous. J'ai parlé de 10 signaux, mais la vie est toujours plus compliquée que n'importe quelle théorie. Souvenez-vous de votre situation la plus révélatrice liée à ce sujet. Peut-être avez-vous vu un autre signal unique que je n'ai pas mentionné, ou au contraire avez-vous mal interprété l'un de ces signes. Écrivez votre histoire dans les commentaires. Recueillons toute notre sagesse masculine collective en un seul endroit. Les histoires les plus intéressantes et instructives pourraient servir de base à de futures analyses sur notre chaîne.